Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes lectures pour la fin du mois de janvier 2025. Comme je vous avais dit, le mois de janvier avait vraiment été productif en termes de lecture, j'avais fait plein de chouettes découvertes et j'avais pas mal lu. Là on va attaquer les livres que j'ai lus plutôt on va dire sur la dernière dizaine du mois de janvier puisque j'ai eu une semaine d'arrêt maladie parce que j'ai eu le Covid et que je ne peux pas travailler quand j'ai eu le Covid étant donné que je travaille dans le domaine de la santé et que je ne peux pas risquer de contaminer mes patients. Donc voilà, du coup j'ai pas mal avancé à ce moment-là et puis sur le mois de janvier aussi en général, donc je vais vous parler de tout ça. Tout d'abord j'ai lu Atteindre l'aube par Digli, c'est un titre qui est publié aux éditions Point pour la version poche, c'est un livre que j'ai acheté au mois de janvier et que j'ai lu assez rapidement ensuite parce que j'avais vu de chouettes retours dessus, parce que ça m'intriguait bien, le résumé me donnait envie, donc voilà j'en ai profité. C'est donc un titre qui est assez court, il fait à peu près 180 pages, même pas, en sachant que la mise en page est quand même assez aérée à l'intérieur. Et du coup c'est un titre que Digli a écrit en souvenir, en hommage à sa grande-tante, donc à la sœur de sa grand-mère, qui était une femme assez fantasque, assez originale et aussi assez secrète, assez mystérieuse, qui a toujours habité seule mais qui a eu pas mal de relations différentes et qui du coup avait aussi toute une réputation par rapport à ça, par rapport à ses relations avec les hommes, etc. Et ce qui se passe c'est que donc cette grande-tante va décéder et que Digli avec le reste de sa famille se retrouve donc à devoir vider l'appartement de cette femme dont elle était proche, mais en même temps elle va découvrir qu'elle avait beaucoup de secrets. Donc voilà, c'est un titre que j'ai trouvé vraiment très chouette, c'est assez introspectif, ça parle beaucoup du rapport entre les hommes et les femmes, des femmes de l'entourage, de la lignée de femmes également dans la famille de Digli, et puis de toutes les personnes qui ont compté dans la vie de cette femme assez hors des codes, avec voilà, beaucoup de plongées dans les souvenirs, etc. C'est un titre vraiment très nostalgique et très doux en même temps, et pour ma part j'ai vraiment passé un chouette moment avec. Ensuite j'ai lu un livre audio qui s'appelle Traverser les montagnes et venir naître ici, c'est écrit par Marie Pavlenko. C'était sorti aux éditions des Escales l'année dernière, il n'est pas encore disponible en format poche mais je pense que ça viendra prochainement. C'est un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui n'est pas passé très loin du coup de cœur, mais je pense que pour que ce soit un coup de cœur il aurait fallu que la fin soit différente pour moi. Mais donc on est sur l'histoire de deux femmes qui sont très différentes l'une de l'autre, mais qui sont toutes les deux très brisées par les épreuves qu'elles ont eu à subir sur les dernières années, et qui vont finalement se retrouver ensemble et se découvrir, apprendre à se rencontrer et puis essayer de se reconstruire. D'un côté on a Astrid, elle a 40 ans, elle avait une vie de famille, une vie bien rangée, etc. Et tout a basculé, elle a tout perdu, un peu du jour au lendemain. Et suite à ça elle décide donc de partir à la montagne, vraiment pour mettre beaucoup de distance avec tout et reconstruire sa vie, mais à un endroit auquel son mari tenait beaucoup. Et puis de l'autre côté on a Soraya. Soraya c'est une adolescente, elle est d'origine syrienne et elle est en plein parcours de migration. Donc voilà, elle a traversé toute l'Europe, etc. Et elle se retrouve à traverser les montagnes en plein hiver et elle va atterrir forcément voilà, chez Astrid, elles vont se rencontrer à un moment. Elles parlent pas la même langue, elles ont toutes les deux des lourds secrets qu'elles promènent avec elles. C'est un titre qui est hyper intéressant, qui parle de sujets très forts et qui en parle d'une manière que j'ai trouvé très juste. C'est un titre forcément qui parle beaucoup du sujet des migrants, mais c'est un titre qui parle également du deuil, beaucoup, de la maternité aussi, beaucoup, et de la maternité dans ce qu'elle peut avoir de plus beau et de ce qu'elle peut avoir de plus horrible et de plus difficile et de plus inconcevable. Et ça parle aussi beaucoup d'entraide et puis forcément voilà, de reconstruction, etc. C'est un titre que j'ai vraiment trouvé très beau. Comme je vous ai dit, la fin m'a un peu dérangée. En fait, il y a une fin du côté d'Astrid et une fin du côté de Soraya. Et la fin pour Soraya, je l'ai trouvée un peu trop précipitée. Et je pense que voilà, c'est ce qui m'a manqué pour que ce soit un coup de cœur. Mais vraiment sinon ça a été une très belle lecture, c'est un titre que je vous recommande vraiment et je trouve qu'il y a plein de super beaux messages à l'intérieur. Faut avoir quand même le cœur bien accroché parce que franchement c'est pas un titre très joyeux et très fun, mais j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment très touchant et bien écrit. C'est vrai qu'en général je trouve que l'écriture de Marie Pavlenko fonctionne très bien sur moi et ça a été le cas ici aussi, donc avec son petit dernier en date. Ensuite j'ai lu Neige et poussière par Adrien Thomas, donc changement complètement de style. Neige et poussière c'est donc publié aux éditions Rajo et c'est la conclusion du Mechaverse. Le Mechaverse c'est un univers entre fantasy et steampunk qui a été créé par Adrien Thomas, qu'il a créé avec son roman au départ Engrenage et sortilège. Ensuite il y a eu Dragon et mécanisme qui sont tous les deux publiés chez Rajo. Et puis on a également pour la collection plus adulte, puisque ceux-là sont en collection ado, la duologie Vaisseau d'Arcane qui est publiée chez Mnemos et chez Folio en poche.
Et donc le Mechaverse, c'est la conclusion de tout ça, le regroupement de tout ça. Le personnage principal pour ce tome-ci, c'est quand même Mira, donc c'est l'un des deux personnages principaux de Dragon et Mécanisme. Mais on a également Grise et Cyrus, donc les personnages d'Engrenage et Sortilège qui reviennent, en sachant qu'il y a plusieurs années qui se sont passées depuis leur roman. Donc du coup, alors qu'ils étaient des adolescents, ils sont maintenant devenus des jeunes adultes, ils ont maintenant d'autres parcours de vie, d'autres objectifs de vie, etc. Et c'était assez chouette de voir comment est-ce qu'ils ont évolué. Et puis on a également un petit peu de personnages de Vaisseau d'Arcane, mais je peux pas vous dire lesquels parce que parce que je veux pas vous spoiler, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent dans Vaisseau d'Arcane. Mais voilà, on a également donc deux personnages de Vaisseau d'Arcane qui se retrouvent, mais qui se retrouvent ici avec un rôle quand même moindre, et je trouvais ça un petit peu dommage parce que moi je les ai beaucoup aimés. Donc j'aurais bien aimé voilà, qu'ils aient un petit peu plus de place dans ce récit-là, mais j'étais quand même contente de les voir apparaître. Et on est vraiment sur un récit avec un plan, un grand plan qui est monté, et puis beaucoup de faux semblants, de manigances, etc. Mira, donc Dragomira de son vrai nom, est donc une archiduchesse, mais qui a été mise en exil et qui décide de revenir sur ses terres pour essayer un peu de réclamer son dû. Dragomira, c'est un personnage qui est très intelligent, c'est une ingénieure, c'est une inventrice avec beaucoup d'idées, et voilà, ça se ressent aussi dans tous les plans qu'elle met en place, c'est des plans qui sont très ingénieux. Il y a beaucoup de surprises, elle joue toujours plusieurs cartes en même temps, et du coup c'était vraiment plaisant de suivre tout ce qui se passe et tout ce qu'elle invente. Donc effectivement beaucoup de rebondissements et un récit globalement qui fonctionne très bien. Une très jolie conclusion pour le Mechaverse. Franchement j'ai beaucoup aimé tous les récits. Peut-être Engrenage et Sortilège, c'est peut-être celui qui m'a le moins plu au final. J'en ai un souvenir qui est un peu plus ancien, mais j'en ai un souvenir d'un roman peut-être un petit peu plus classique par rapport aux autres récits que j'ai trouvé un peu plus originaux peut-être. Mais voilà, en tout cas c'est une chouette série, donc dans un univers qui mélange à la fois un univers de fantasy avec plusieurs royaumes, etc. Et en même temps il y a un côté steampunk avec des technologies, différentes sources de magie qui sont à la fois des technologies et de la magie pouvoir. Voilà, tout ça se mêle de manière hyper intelligente et ça fonctionne très bien. Donc je vous le recommande. Celui-ci il est assez long, il fait 600 pages, mais franchement ça se dévore. Je l'ai lu super vite, peut-être en 2 jours, quelque chose comme ça. J'étais complètement prise dedans. Ensuite, un autre récit que j'ai lu très rapidement, mais là on est sur les récits vraiment que j'ai lus en plein Covid, donc voilà, j'avais le temps de lire, je n'avais pas grand chose d'autre à faire. Je me suis plongée ensuite dans Cœur de sorcière par Geneviève Gordichek aux éditions Sabran. C'est un titre que j'ai lui aussi reçu au mois de janvier et que j'ai lu immédiatement, mais en fait j'en ai entendu parler de nouveau début janvier, et vraiment ça m'avait l'air parfait pour la période, donc j'ai très envie de le lire tout de suite. Je l'ai acheté sur Vinted, je l'ai reçu rapidement et je l'ai lu immédiatement ensuite. Donc voilà, je suis contente, c'était le but, c'est ce que j'ai fait. Pour une fois c'est pas un titre qui a traîné dans ma pile à lire, on peut vraiment pas dire ça. Mais donc du coup pour cette histoire, on est donc sur un récit qui se base sur de la mythologie nordique. Je tiens à préciser qu'il y a tout un petit glossaire à la fin, un index pour s'y retrouver entre les personnages. Je l'ai découvert comme d'habitude au milieu du roman, donc ça m'aurait peut-être aidé au début, mais en fait c'est un récit qui est tellement immersif et bien fait, etc., que même si on s'y connaît pas énormément en mythologie nordique, je pense pas qu'on soit forcément très perdu dedans. Pas en tout cas avec les personnages principaux, peut-être avec les autres peuples, etc., dont on entend parler autour, mais sinon globalement ça se lit quand même très bien, c'est vraiment accessible. On est donc sur un récit dans lequel on suit l'histoire de Angrboda, excusez-moi pour la prononciation, qui est donc une femme qui était une sorcière. C'est un peu compliqué, c'est une femme qu'on a essayé de tuer plusieurs fois et qui renaît toujours d'une manière ou d'une autre. Et donc nous on la découvre au début de l'une de ses vies, alors qu'elle se reconstruit dans une petite maison, dans un petit village à la lisière d'une forêt, etc. Un truc vraiment très isolé, dans lequel elle fait ses petites tambouilles de plantes qu'elle essaye de vendre. Enfin voilà, une vie assez simple. Sauf que Angrboda est l'une des compagnes de Loki et qu'elle va avoir des enfants avec lui. Donc forcément ce ne sont pas des enfants normaux, et ce sont des enfants qui ont tous des capacités bien spéciales. Elle va accoucher tout d'abord d'une première fille qui est assez particulière, qui est un peu toujours entre la vie et la mort. Et puis ensuite elle va accoucher de 2 autres enfants, des garçons qui sont vraiment particuliers pour le coup. Je ne vous spoilerai pas si vous ne connaissez pas les légendes. Mais voilà, du coup c'est un récit qui parle de tout ça. Donc c'est effectivement un récit qui est assez lent dans son rythme, qui est assez tranche de vie. On suit voilà, sa petite vie dans son chalet, etc. Avec les bêtes avec qui elle vit, les personnes avec lesquelles elle a des contacts, les visites de Loki qui va et vient. Parce que du coup Angrboda elle a été complètement chassée, donc elle ne peut pas retourner là où vivent tous les dieux et les autres personnes importantes et mythologiques dont elle fait partie. Et voilà, on suit du coup toute cette histoire. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Comme je vous dis, c'était vraiment hyper facile de rentrer dans l'histoire. J'étais directement prise dedans.
Et même si c'est un récit assez lent, assez calme, dans lequel il n'y a pas de retournement de situation toutes les 5 pages, bah pour autant j'ai trouvé que c'était un récit dans lequel je m'ennuyais jamais, j'étais complètement prise dedans. Il y a quand même un peu plus d'action qui se déroule au bout d'un moment, elle va prendre la route, il va lui arriver différentes choses. Mais voilà, globalement je trouvais que c'était un récit qui était vraiment prenant et très immersif. Et c'est vrai complètement parfait pour la période hivernale. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu. L'autrice a sorti un autre récit qui s'appelle Le sort qui nous lie, ce sort qui nous lie, quelque chose comme ça. Également chez Sabran et toujours inspiré de mythologie nordique. Donc pourquoi pas, à l'occasion. En plus voilà, j'avais pris moi cette édition collector qui était assez sympa, je l'ai trouvée sur Vinted je crois pour 5 €. Donc j'étais vraiment contente de pouvoir le découvrir. Ensuite, un autre récit que j'ai lui aussi lu sur une seule journée, comme le précédent, mais là c'était vraiment quand j'étais en plein pic du Covid et en plus j'avais des insomnies en même temps. Mais du coup, j'ai donc découvert Porcelaine sous les ruines par Ada Vivalda. Ada Vivalda c'est un pseudonyme, elle a également écrit sous le nom de Chris Vuklicevic. Et j'avais donc lu Du thé pour les fantômes que j'avais trouvé très chouette avec un univers vraiment assez particulier. Donc voilà, j'étais très curieuse de lire autre chose. On est de nouveau sur un univers assez spécial avec une plume très nostalgique et en même temps assez douce et poétique. On va dire que dans Du thé pour les fantômes il y avait un côté mystérieux, un peu inquiétant et en même temps nostalgique déjà. Et dans celui-ci, il y a un côté effectivement mystérieux et nostalgique, mais un côté plus doux, un peu plus lumineux que dans l'autre récit, si on veut. Celui-ci, Porcelaine sous les ruines, c'est vendu comme étant une romantaisie. Et donc effectivement, il y a une romance qui va s'installer à l'intérieur. Pour ma part, si vous me connaissez, vous savez probablement que je suis plus friande de fantasy que de romantaisie et que les romans sont en général pas tendance à forcément me passionner. En l'occurrence, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt quand même assez bien avec moi. J'ai plutôt bien aimé les deux personnages et au départ, ça se présente sous un trope un peu enemies to lovers avec un personnage assez grognon qui arrive là où elle vit, qui a un peu l'impression qu'il est là pour l'emmerder. Et puis une romance qui s'installe entre eux, donc il y a un peu ce côté enemies to lovers. Mais au final, en fait, il y a un autre trope assez classique de la romantaisie derrière, et c'est une trope que j'aime mieux. Je veux pas vous dire ce que c'est parce que je veux pas vous spoiler. Moi, j'avais deviné que ce serait ça au bout d'un moment dans le récit. Ça m'a pas gêné de l'avoir deviné, j'ai quand même apprécié ma lecture. Mais en gros, notre personnage principal, elle s'appelle Alba. Alba, c'était une génie, sauf qu'elle a été bannie sur Terre parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains. Et donc maintenant elle se retrouve à être une sorte de baronne, de duchesse si on veut, qui gère les terres d'Hibernia. Hibernia c'est je crois l'Irlande en fait dans ce monde là. Et donc c'est un peu les dernières terres qui vivent encore comme à l'ancien temps, comme ce que nous on connaît maintenant, voire même avant avec de l'agriculture etc. Une vie assez simple. Et en fait le monde entier a eu une grande montée des eaux et les endroits qui restent sont hyper industrialisés. Et on a beaucoup de mal à faire pousser de l'agriculture, etc. Et donc notre personnage principal masculin qui s'appelle Lethan, lui il est envoyé du coup sur Hibernia pour comprendre comment ça se fait qu'ils arrivent encore à faire pousser des choses et pour ramener des plantations pour qu'ils puissent les exploiter, parce que pour l'instant ils commercent ensemble, mais en gros la grande puissance en a marre de commercer avec Hibernia et décide juste de leur prendre les ressources qu'ils ont et de trouver quels sont les mystères qui font que ça fonctionne. Et donc lui Lethan au départ il est envoyé pour ça, donc c'est pour ça qu'il y a ce côté enemies to lovers au départ. Mais voilà, après principalement ce qui ressort de ce récit pour moi c'est vraiment l'ambiance qu'il y a autour, et c'est pour ça je pense que moi ça a très bien fonctionné avec moi, avec comme je vous ai dit voilà un côté à la fois très cosy, très nostalgique. Hibernia c'est une terre qui du coup est assez aride, dans laquelle il pleut beaucoup, enfin voilà, elle porte bien son nom, c'est un mélange entre un automne et un hiver perpétuel. Ils arrivent à faire pousser des choses, il y a une grande maison avec des orphelins qui sont recueillis à l'intérieur. En tout cas pour ma part ça m'a vraiment plu, j'ai trouvé que le duo de personnages était attachant, j'ai bien aimé la manière dont la relation se développe entre eux, c'est une relation qui se fait pas d'un coup d'un seul, il n'y a pas d'un coup d'un seul, il passe de on se déteste à on veut faire des choses ensemble, mais voilà, et c'est vrai que l'intrigue du coup est assez simple, mais de mon côté ça fonctionne très bien, c'était vraiment très prenant. Comme je vous ai dit, je l'ai lu quand j'avais une insomnie et je l'ai quasiment lu d'une traite en fait, j'étais complètement prise à l'intérieur du récit. Et je l'ai beaucoup aimé, donc je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Et puis pour ne rien gâcher, c'est quand même un très chouette objet livre, puisqu'on a donc cette couverture-ci, des jolies pages de garde, et puis en dessous une autre couverture toute illustrée. Donc voilà, je trouve qu'ils ont vraiment fait un très chouette travail sur ce livre-là. Ensuite on va retourner sur un livre audio, j'ai lu Toutes les vies d'Alice par Lucie Castel. Lucie Castel c'est une autrice que j'aime beaucoup, elle publie aussi sous le nom de Oren Miller pour ce qui est de la fantasy, du fantastique. Et donc je l'ai lu un peu sous ces deux pseudonymes, j'ai pas lu tout ce qu'elle a écrit mais j'en ai quand même lu pas mal.
Et vraiment voilà, je trouve ça très chouette à chaque fois. Celui-ci c'était publié chez Charleston pour la version papier et donc moi j'ai lu en version audio. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas hyper simple à vous résumer, mais en gros on est sur un titre contemporain qui explore beaucoup des secrets de famille. C'est la thématique principale du récit. Dans ce roman-là en fait c'est vraiment une famille de femmes. Notre personnage principal, elle s'appelle Sarah. Elle a donc une sœur qui s'appelle Charline, qui est un autre point de vue, qui est un point de vue secondaire dans le récit. Charline, elle a une fille qui est une adolescente qu'elle a eue quand elle était très jeune, qui s'appelle Alice. Et du coup, Charline et Alice vivent dans le sud de la France à Aigues-Mortes et elles vivent avec la grand-mère de Charline et Sarah. La mère, donc la génération entre les deux, on en entend parler, apparemment c'est pas une femme très sympathique et elle vit à l'écart. Et Sarah, elle a quitté Aigues-Mortes pour partir vivre à Lyon. Et on comprend qu'il y a beaucoup de tensions entre elles puisqu'elles se sont pas vues depuis très longtemps. Sauf qu'un jour, Sarah, qui a donc reconstruit un peu sa vie parfaite à Lyon, va avoir un message de Charline et elle va apprendre en plus de ça que Charline est hospitalisée juste ensuite parce qu'elle a fait une overdose parce qu'elle consomme de la drogue. Donc voilà, du coup Sarah plaque un peu tout et puis retourne à Aigues-Mortes et à partir de là elle va faire plein de découvertes sur elle-même et puis sur l'histoire de sa famille, sur toutes les choses qui ont été cachées dans sa famille. Et donc c'est un récit dans lequel il y a beaucoup de révélations, beaucoup de secrets de famille qui sont vraiment intéressants. C'est un titre qui a beaucoup de trigger warning à l'intérieur. Déjà pour commencer, Sarah est en parcours de PMA et donc on nous décrit vraiment tout ce qui se passe. Et autant c'est hyper intéressant et hyper documenté, autant je peux comprendre que pour certaines personnes ce soit pas super sympa de lire ça. C'est un titre qui parle aussi beaucoup du coup de drogue et d'hôpital et de décès. Donc voilà, c'est un peu les gros trigger warnings principaux, les gros thèmes principaux. Si vous n'avez pas envie de lire un roman qui parle de ça, je le comprends complètement. Moi, de mon côté, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai trouvé que les femmes étaient vraiment très touchantes et qu'il y avait plein de révélations hyper chouettes. Par contre, il y a plusieurs petits bémols que j'ai à faire à ce récit-là. Le premier petit bémol, c'est un tout petit bémol, mais bon, je trouve ça un peu dommage, c'est que je trouve qu'il y a certaines choses qu'on voit un peu venir, et notamment que le titre spoil un peu trop. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a certaines révélations que j'avais vues venir, et il y en a certaines, elles sont faites pour qu'on les voit venir au bout d'un moment, mais il y en a d'autres où du coup, voilà, je me doutais de certaines choses, et je trouve ça un petit peu dommage. Et puis sinon, l'autre point négatif que j'aurais à dire, c'est que je trouve que le début aurait pu être fait différemment, aurait pu être mieux fait, dans le sens où au début du récit on a vraiment l'impression de lire le début d'un récit feel good classique qu'on a déjà lu 50 fois avec une femme qui a une vie parfaite etc. et qui décide de tout envoyer bouler, d'envoyer bouler son travail auquel on vient de lui faire une proposition d'emploi et d'amélioration de salaire, d'envoyer bouler son mec, enfin voilà, elle envoie tout bouler. Et ça j'ai trouvé ça un peu classique parce que du coup c'est un truc qu'on a l'habitude de voir en feel good, il y a plein de clichés classiques du feel good, elle bosse comme une malade, la collègue machin, le bidule machin, enfin voilà, plein de trucs très classiques qu'on a l'habitude de voir. Et je trouvais ça un peu dommage alors que la suite du récit est finalement un récit qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus profond et qu'en fait c'était pas du tout un roman feel good ensuite. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu bizarre d'avoir ce début qui est du coup un peu trop en décalage je trouve par rapport à la suite. La version audio est très bien faite. Au tout début ça fait bizarre parce que la narratrice de la voix audio parle avec un très fort accent du sud. Et en fait c'est parce que c'est le prologue et que dans le prologue on ne suit pas la même génération, donc ça change ensuite et ensuite il n'y a que la grand-mère, donc la personne la plus âgée et puis les autres femmes qu'on a un peu autour et qui sont aussi assez âgées qui ont cet accent et les autres ne l'ont pas, ce qui est du coup plutôt cohérent aussi de se dire que voilà, c'est des personnes vraiment très ancrées dans le terroir qui ont cet accent du sud et du coup c'est plutôt sympa au contraire d'avoir leurs accents chantants, mais du coup c'est plus du tout elles qui sont narratrices sur la suite, donc il y a plus d'accent pour la suite à part quand c'est elle qui s'exprime, donc c'est un dosage qui est mieux fait que ce que c'est au début, parce qu'au début je me disais si tout le livre audio est narré avec un accent du sud aussi prononcé, c'est quand même un peu particulier. Mais en tout cas c'est un titre que j'ai trouvé vraiment très touchant, qui avait vraiment plein de super thèmes à l'intérieur, quelques petits défauts, mais globalement c'est vraiment un titre dont je vous recommande quand même la découverte. Et puis pour terminer du coup du côté des romans, j'ai lu La Légion Neuve par Elie Harini, donc le premier tome, La Mémoire du sang. C'est un récit qui avait un point de départ que je trouvais très chouette. Malheureusement j'ai trouvé que l'exécution n'était pas forcément complètement réussie.
En gros, dans ce récit-là, le gros point positif pour moi c'est l'univers, la manière dont c'est construit, toutes les tensions géopolitiques qu'il y a à l'intérieur. On est sur un monde qui est voilà, avec 6 tribus, 6 endroits principaux, et il y en a l'un d'entre eux, donc Basalea, qui a décidé que pour pouvoir faire régner la paix dans tout ça, ils avaient donc une légion neuve, et pour ça ils recrutent, ils forcent un peu en fait le recrutement d'enfants qui viennent de toutes les tribus en fonction du nombre d'habitants par tribu. Ils les recrutent et puis ensuite ils les forment pour devenir des soldats d'élite à Basalea, et ce sont censés être des soldats qui vont faire régner la paix partout, sauf qu'on se rend compte forcément que Basalea a plus d'intérêt que les autres là-dedans. Et donc nous dans tout ça on suit un groupe de plusieurs personnages assez nombreux, et on les suit sur 2 temporalités. On les suit quand ils sont enfants et qu'ils sont vraiment dans tout cet apprentissage là au fur et à mesure de leur enfance, de leur adolescence, etc. En sachant que c'est des enfants qui sont partis très très tôt de chez eux, donc ils ont très peu voire pas du tout de souvenirs de chez eux. Et puis on a l'autre temporalité dans laquelle maintenant ils sont devenus des jeunes adultes, ils commencent à avoir des responsabilités dans la région, etc. Et ils commencent à avoir leur première grosse mission. Et donc nous on a notre personnage principal qui s'appelle Shani. Elle a toujours fait toutes ses armes et tout ça avec Kat, sauf qu'il va se passer quelque chose et du coup Shani est animée d'un grand désir de vengeance, et en même temps elle va faire face à plein de révélations par rapport à tout ce qui se passe, par rapport justement à comment est faite la Légion, au fait que clairement Basalea est hyper avantagée là-dedans par rapport à tous les autres qui subissent ce qui se passe. Donc voilà, du coup on a un peu tout ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'est l'univers, les tensions géopolitiques et la partie enfance et apprentissage des personnages. Ce que j'ai moins aimé, c'est la partie maintenant, où j'ai trouvé que qu'il y avait trop de choses qui étaient un peu clichés, trop de choses qui étaient un peu faciles à prévoir, et puis surtout il y a un côté un peu romance qui commence à s'installer, et j'ai trouvé que c'était un peu fait avec des gros sabots. Voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu de subtilité de ce côté-là. Donc je suis un peu partagée, des plot twists un peu trop gros aussi. Je suis quand même un petit peu déçue par rapport au potentiel que l'histoire avait d'après moi, et par rapport à l'univers. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose peut-être d'un peu différent, et la romance vraiment, je trouve que ça n'a pas trop de sens, qu'il y a certaines décisions que les personnages prennent que je comprends pas forcément. Donc voilà, quelques petites choses qui font que ça l'a pas complètement fait avec moi, mais j'en ressors quand même avec une curiosité par rapport à la suite. D'ailleurs j'ai vu que la suite était prévue assez rapidement, j'ai vu passer une couverture dans les tons bleus qui est assez jolie aussi, donc voilà, je suis quand même curieuse de voir ce que donnera la suite. Ensuite on va pouvoir passer côté graphique, et j'ai lu 4 livres. Le premier c'était Eurydice par Lou Luby et Solène Guivre, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. On est donc sur une réadaptation du mythe d'Eurydice, en sachant que c'est vraiment voilà, une réadaptation, c'est pas juste une mise en bande dessinée du mythe. En l'occurrence dans cette revisite, c'est dans un univers qui est vraiment très désertique, très aride, et il y a une ville qui est vraiment réputée pour son commerce autour de la mort. Donc toutes les personnes importantes viennent là-bas pour avoir des grandes cérémonies, se faire enterrer, pouvoir intégrer a priori le paradis, etc. Voilà, il y a toute cette histoire-là qui est bien ancrée sur place. Et donc Orphée, c'est un jeune musicien qui habite donc dans cette ville, mais qui ne veut pas vendre son art à ce commerce de la mort. Il vit avec sa sœur, qui elle est une muse, donc qui elle pour le coup fait partie des représentations des spectacles qui sont donnés pour les riches mourants qui arrivent. Et dans tout ça il y a un nouveau convoi qui est en train d'arriver, et en fait Eurydice va s'échapper de l'un de ces convois. C'est une jeune femme qui accompagne l'un de ces convois, et on va comprendre après pourquoi. Elle va rencontrer Orphée, sauf que dans cette version du mythe, effectivement au bout d'un moment voilà, ils vont dans les enfers avec Hadès, et il y a tout ce truc de il doit sortir du truc sans la regarder, etc. comme dans le mythe originel. Sauf que dans cette version-là du mythe, Eurydice ne veut pas spécialement être sauvée. Et Orphée, même s'il a beaucoup de bonnes intentions, il a du mal à comprendre ça. Donc voilà, c'est un récit qui est assez intéressant, c'est vraiment une revisite complète. Il y a également le mythe de Galatée qui est présenté, avec donc Pygmalion, son créateur, qui a créé a priori l'œuvre parfaite, etc. Donc en l'occurrence Galatée, dont le but c'est vraiment qu'elle devienne la figure importante de ces grands spectacles très onéreux, etc. qui sont faits pour les riches personnes qui viennent mourir sur place, les riches défunts qui arrivent sur place. Il y a aussi ce mythe-là qui est présent à l'intérieur. C'est vraiment un récit qui a des dessins absolument incroyables, complètement à l'image de la couverture. Et il y a tout un carnet à la fin qui était hyper intéressant, qui explique en quoi Lou Luby, donc l'autrice, a décidé de s'éloigner du mythe
originelle d'Orphée et d'Eurydice, comment est-ce qu'elle a décidé, des choses qu'elle a décidé de remanier, etc. dans sa version plus contemporaine du mythe. Et puis il y a également toute une partie par rapport aux inspirations vraiment graphiques. Qu'est-ce qui a inspiré les différentes tenues, les différents endroits, les différents personnages, etc. C'était vraiment hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé lire tout ça. Et du coup ça parle de plein de choses aussi qui sont intéressantes, du commerce de la mort, du libre arbitre notamment des femmes, de la vie d'artiste, du fait de vendre son art, etc. Donc c'était vraiment très chouette, c'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande assez chaudement. Après ça j'ai lu l'adaptation en roman graphique de Impact, le roman par Olivier Nourec. Ils avaient déjà adapté Surface l'année dernière, j'avais trouvé que l'adaptation était chouette. Et donc là cette fois-ci ils ont fait pour Impact. De nouveau c'est un peu le même style graphique, avec un style graphique assez sombre, des traits de dessin très marqués, un peu à la bande dessinée à l'ancienne, un côté très noir, pas mal de texte à l'intérieur. C'est pas forcément moi le style graphique qui me parle le plus, mais je trouve que ça correspond quand même toujours assez bien avec l'ambiance des romans policiers un peu pesants, etc. L'histoire d'Impact, c'est donc un thriller avec un gros côté écologique à l'intérieur. Moi j'avais déjà lu le roman à sa sortie, donc je connaissais déjà l'histoire. Et je trouve que l'histoire est toujours intéressante, enfin, ouais, ça pose vraiment des questions au niveau écologique et aussi de ce qu'on est prêt à faire pour faire passer un message qu'on veut faire passer, parce que là du coup il y a quand même vraiment une histoire policière avec des morts, etc., des meurtres qui sont là et qui sont justifiés entre guillemets par la cause écologique derrière, pour expliquer que c'est un parallèle avec le fait que les grandes industries, etc., tuent énormément de gens par rapport à leurs décisions écologiques, enfin par rapport à leurs décisions et l'impact affreux écologique qu'elles ont. Mais voilà, du coup c'était plutôt intéressant. Après la fin du roman, j'étais pas forcément très fan de l'épilogue, donc je ne suis toujours pas très fan de la version graphique de l'épilogue. Mais voilà, en tout cas c'était quand même intéressant de voir l'adaptation qui était proposée. Ensuite j'ai lu le premier tome d'un manga qui s'appelle Yon. C'est un titre qu'on n'a pas trop vu passer, c'est publié aux éditions d'Argo je crois, dans leur collection Combo, qui est donc une collection de mangas français à destination plutôt adolescent. C'est le premier tome d'une série, j'ai vu que, je sais plus combien de tomes j'ai vu prévu, peut-être 5, quelque chose comme ça. Donc ça s'appelle un manhwa, le côté manga français. C'est donc un titre assez mystérieux qui se passe dans un internat et à un moment il y a une sirène qui va retentir. À partir de là, tout le monde en fait est censé déserter l'internat, sauf que forcément certaines personnes vont se retrouver piégées à l'intérieur. Et à ce moment-là, on a un basculement dans un roman fantastique, puisqu'on nous explique que dans cet univers qui a l'air assez classique, avec des internats, des écoles, des hôpitaux, tout ce qu'on veut, et bien de temps en temps, il y a des espèces de petites boules blanches qui se mettent à envahir complètement un endroit bien ciblé, en général un gros bâtiment, et que le bâtiment du coup est complètement mis à l'écart, complètement isolé. Et quand les boules blanches décident de s'en aller, au bout en général de plusieurs mois, on sait exactement combien de temps ça dure, je sais plus, peut-être 3 mois, quelque chose comme ça. Quand les boules blanches décident de s'en aller, parfois on retrouve des choses, parfois on retrouve des personnes qui sont vivantes, et parfois il n'y a vraiment plus rien de vivant, pas la moindre plante, plus rien, tout a été décimé. Donc voilà, du coup quand il y a cette sirène d'alarme qui se déclenche, forcément c'est la panique, et forcément quand des personnages se retrouvent enfermés à l'intérieur, se posent beaucoup de questions. En l'occurrence c'est un internat pour filles, et du coup il y a plusieurs filles différentes, de différentes classes aussi, qui se retrouvent à l'intérieur, donc elles n'ont pas du tout le même âge, elles n'ont pas toutes la même réaction, etc. Et notre personnage principal qui se retrouve enfermé dedans, c'est un personnage qui est quand même assez solitaire, mais là du coup elle va comprendre qu'elle est obligée de collaborer avec les autres, surtout qu'elle va comprendre comment fonctionnent ces boules blanches et qu'il faut absolument pas qu'une seule personne se retrouve piégée, parce que sinon ça risque de tout envenimer. Donc voilà, c'est un titre qui est très mystérieux, c'est très intriguant. Le style de dessin est assez classique, mais ça fonctionne quand même bien. C'est un premier tome qui rend curieux clairement de lire la suite, donc j'espère qu'elle sera publiée assez rapidement. Et puis pour terminer, le dernier titre dont je vais vous parler, il s'agit de The Deep Dark par Molinox Ostertag. C'est publié aux éditions Kinaï. C'est sorti donc en version reliée. C'est un énorme livre, il est super lourd. Il fait quasiment 480 pages. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc Molinox Ostertag, c'est celle qui avait fait la série du Garçon sorcière et La fille de la mer, toujours aux éditions Kinaï, et j'avais beaucoup aimé les deux. Donc voilà, je savais que j'aimerais beaucoup. Dans ce récit-là, on a notre personnage principal qui s'appelle Magdalena. Elle est d'origine latino-américaine, elle vit dans une petite bourgade complètement paumée dans le désert, a priori dans le sud des États-Unis on imagine, et elle a vraiment un secret qui vit dans sa cave et qui lui prend beaucoup d'énergie.
Magdalena, en dehors de ça, c'est une jeune femme qui a beaucoup de responsabilités sur elle parce que c'est elle qui s'occupe de sa grand-mère qui est malade. Elle est en train de devenir adulte, mais finalement elle a déjà beaucoup de responsabilités sur elle. Et puis en parallèle de ça, il y a un autre personnage qui est en train de revenir en fait sur place, qui avait quitté la ville et qui revient. Et donc il y a aussi une histoire entre elles deux. C'était très chouette, j'aime beaucoup la manière dont les couleurs sont utilisées. En gros, on a beaucoup de planches qui sont intégralement en noir et blanc, et puis de temps en temps il y a certaines incursions de couleurs, et parfois des planches entières en couleurs, comme ici. Mais du coup, ça ici c'est des souvenirs d'enfance. Là par exemple, voilà, il y a vraiment juste une toute petite touche de couleur à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé, c'est un récit au départ, c'est une histoire fantastique avec un monstre, avec également donc une romance à l'intérieur. C'est assez long, mais franchement ça se dévore d'une seule traite, c'était hyper chouette, j'étais complètement prise dedans. Et puis ça aborde du coup plein de thématiques hyper intéressantes, ça aborde la thématique des relations toxiques, des relations cachées, de la transidentité, des injonctions de la famille, du deuil, de la maladie, de l'estime de soi, enfin voilà, plein de choses hyper intéressantes. Les personnages sont vraiment très bien développés, le récit justement donne le temps aux personnages de bien se développer. Donc oui, vraiment une très chouette découverte, je suis hyper contente de l'avoir lu, je vous le recommande chaudement, et tout comme je vous recommande en fait le reste des titres de Molly Knox Ostertag. Ils sont publiés chez Kinaï pour la version française à chaque fois, donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, ça y est, j'en ai donc terminé avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir certains de ces titres parce qu'il y avait de nouveau plein de belles découvertes et pas forcément des titres très connus je pense, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie d'en découvrir certains, s'il y en a certains que vous avez déjà lus. Et puis donc pour ma part je vous laisse, je vous dis à très bientôt, d'ici là portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!